Bonjour, salut Stéphane, c'est Julien. Et Bonjour à Christian tous. Seguin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on vient de démarrer le webinaire. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dites-nous si le son et les slides passent bien, si vous avez des problèmes techniques de votre côté, parce que des fois ça peut arriver. De mon côté, je crois que c'est good. Je vous entends tous les deux. Je vous entends bien aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis on va démarrer sur le sujet. Aujourd'hui, on a un sujet effectivement qui nous tenait à cœur d'animer autour de, encore une fois, l'IA. C'est un sujet effectivement d'actualité, ça évidemment, et plus particulièrement dans nos métiers à nous, à savoir le CRM et le gros, avec beaucoup d'impacts différents. Et on a essayé de mener des réflexions en interne aussi sur comment ça nous impactait nous, comment ça impactait nos marchés, nos métiers, et puis le futur de tout ce qu'on est en train de mettre en place collectivement autour d'HubSpot, mais pas que. Moi, je suis Christian Neff, je suis le fondateur de Marcantier. Donc, Marcantier, on est un intégrateur HubSpot et on fait différents types de métiers. On a un peu plus de 100 personnes. On est basé dans toute la France avec des bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux. On fait de l'intégration de métiers principaux et c'est aussi, je laisserai Stéphane et Julien se présenter tout à l'heure, mais on a des métiers plutôt au niveau de l'intégration, CRM, marketing automation, service client, beaucoup de projets HubSpot, des développements tiers, puis des métiers aussi plutôt animation, grosse, marketing, acquisition, activation, qui est de faire vivre finalement ces systèmes-là au profit de la performance marketing et commerciale. Ça fait plus de 10 ans qu'on existe aujourd'hui, partenaire HubSpot évidemment, Mojo, Aircall et D-Lab également, et on a eu l'occasion de travailler dans des environnements, et c'est peut-être aussi ça qui va pouvoir alimenter notre réflexion aujourd'hui de ce webinaire on a été amené à effectivement collaborer avec des clients de différents types de métiers, des gens un peu comme nous dans le monde du service, de l'IT, mais aussi des acteurs après de secteurs plus traditionnels comme de l'industrie, de la banque, de la finance, de l'éducation, puis des acteurs aussi peut-être un peu plus agiles, type logiciel et start-up. Et alors, pour m'accompagner aujourd'hui sur ce webinaire, sur la révolution de l'IA dans notre métier, j'ai Stéphane et Julien, si vous voulez dire un mot et présenter, expliquer ce que vous faites. Yes, je prends la main, Julien, si ça te va. Donc moi, c'est Stéphane, je suis manager de notre business unit grosse marketing chez Markentive. Donc, c'est toute notre activité de conseil autour des sujets d'acquisition, d'activation, d'exploitation de données et évidemment d'exploitation du CRM et en particulier HubSpot comme justement levier de croissance. Et on va essayer de parler aujourd'hui justement de l'impact un peu concret sur les métiers du gros en lien avec l'arrivée de, maintenant depuis quelques temps, mais en tout cas avec l'expansion de l'IA. Et du coup, bonjour à tous. Julien, je suis arrivé en début d'année chez Markentive en tant que manager RevOps, sur tout ce qui est mise en place des process chez le client, tant les CRM, les process métiers et tout le stack qui se passe autour du CRM. Et avant ça, j'étais chez l'annonceur à des postes de direction de marketing, produits et transformation digitale. Et tu as eu l'occasion de mener un gros projet de transformation HubSpot de presque un an, et tu pourras nous dire en quoi l'IA aurait pu changer ça et rendre ça peut-être un peu différent. Merci à tous les deux d'être là. On a voulu faire un programme qui était quand même, parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines tous les trois et de manière assez élargie au niveau de l'entreprise. On avait aussi notre séminaire juste il y a quelques jours, c'était la semaine dernière. Et donc, on a eu aussi l'occasion de travailler sur ces thématiques pour pouvoir dresser finalement pour nous comment le monde va évoluer, comment ça va évoluer pour nos clients, comment ça va évoluer au niveau de nos services, nos deliveries, de nos organisations. Et on a fait un webinaire aujourd'hui organisé sur peut-être un premier point de voir en quoi les métiers, comment ces métiers-là étaient organisés entre guillemets hier. Alors, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, parce que voilà, les transitions, elles sont pas aussi brutales que ça. Mais finalement, ce monde d'aujourd'hui ou ce monde d'hier, comment il fonctionne, et puis peut-être d'attaquer le sujet en se disant qu'il y a on a choisi 4 thèmes, il y en a plus que ça, mais après tout ça est interconnecté, mais peut-être 4 thématiques, 4 bascules qui aujourd'hui vont toucher ces organisations grosses et RevOps. On parle de plus en plus de GTM, de produits, tout ça est assez fortement lié, et puis comment ça va impacter
le terrain et peut-être en ouverture aussi. Marcantive avec une organisation qui se développe beaucoup, donc aussi le type de compétences aussi qu'on va essayer de chercher de plus en plus dans les profils qu'on recrute, qu'on va essayer de développer aussi chez nos collaborateurs actuels, et peut-être un regard aussi sur le marché de où est-ce que tout ça nous emmène, et ça reste une vision, mais en tout cas c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à rebondir si vous avez des questions ou des commentaires, ça sera avec plaisir qu'on pourra vous donner un avis là-dessus. Et alors pour démarrer sur ce sujet, on s'est posé effectivement la question, alors on se disait il y a 18 mois, mais on pourrait dire aussi aujourd'hui, ça dépend dans quelle organisation on se place et quelle est l'humeur du jour, mais au niveau gros, Stéphane, si tu nous fais peut-être un arrêt sur image aujourd'hui de ce qu'on voit. Moi, ça fait 15 ans que je fais du gros marketing avec Marcantive, donc j'ai vu beaucoup de choses. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment ça évolue? Oui, alors c'est vrai que comme tu le dis, la rupture n'est pas si brutale que ce qu'on va la démontrer ici, mais c'est de toute façon une image qui demain va s'effacer petit à petit. Donc si c'est pas encore fait, ça le sera dans les prochains mois et peut-être années sur certains concepts un peu plus complexes. Mais si on doit aujourd'hui catégoriser ce que faisait et ce que ne fera plus à l'avenir des équipes grosses, il y avait une dimension liée à la production de contenu, que ce soit pour des campagnes inbound, que ce soit pour de la outbound, de la outreach de manière générale, où il y avait une constitution en fait d'une content chart avec un ensemble d'éléments qui allait permettre d'animer des campagnes, animer des nurturing, animer un certain nombre de finalement d'initiatives marketing, déployer des campagnes sur le paid, déployer des campagnes et de l'optimisation du référencement naturel. Et donc ça, c'est toujours, mais c'était une dimension d'exécution assez tournée justement sur cette production d'assets marketing. Donc soit du coup des articles de blog, des landing pages, des visuels, voilà, enfin tout ce qui allait permettre d'animer finalement cette proposition de valeur auprès de vos différentes cibles. Donc ça, c'est le métier tel qu'il était et tel qu'il est encore en partie aujourd'hui. Et on allait avoir, des profils assez avec une pluridisciplinarité pardon, qui allait intervenir autour d'un projet. On allait avoir un UX designer, on allait avoir un directeur artistique, on va avoir un directeur de campagne, un traffic manager, un responsable SEO, un responsable sur la partie activation CRM nurturing, un responsable data tracking. Enfin, voilà, on allait avoir une multiplicité de profils qui allaient se mobiliser autour d'un projet pour intervenir sur parfois des petites actions, parfois des actions plus complexes, plus lourdes en termes de delivery. Et on avait aussi des agences qui pouvaient être mobilisées en débordement ou alors en sous-traitance ou également en consulting stratégique, justement pour venir apporter une dimension et un regard extérieur sur la complexité d'un marché à conquérir ou du développement finalement de ces initiatives marketing. Donc voilà, ça c'est un peu globalement comment on peut résumer un pôle gros, on va dire, de manière générale chez nos clients ou chez nous sur les dernières années. Et avec généralement aussi pas mal de turnover, effectivement, là-dedans, entre des freelances, du marketing, beaucoup de changements dans ces gens-là, des mouvements aussi au niveau des stratégies, et tu le disais, pas mal de personnes impliquées, égale aussi, sans spoiler la suite, mais du coup, beaucoup d'interfaces et potentiellement des délais, des process qui se complexent parfois de manière disproportionnée peut-être par rapport à l'outcome. Finalement, on commence à se parler beaucoup pour finalement se retrouver à la fin des fins autour d'une campagne, de quelques campagnes, ce qui est un ratio effort, résultat ou budget, investissement, et pas toujours hyper flamboyant, même sur ce que font nos clients parfois en interne. Donc l'IA, est-ce qu'elle nous permettra effectivement de changer ça? On va essayer de pouvoir en reparler tout à l'heure. Et si on se positionne peut-être, Julien, côté RevOps, toi qui as vécu aussi un déploiement avec beaucoup de choses de transformation au niveau du reporting, du paramétrage, des choses comme ça, est-ce que tu vois, et de ce que tu as pu toucher aujourd'hui chez nous, comment tu voyais finalement les limites de ce fonctionnement à l'ancienne et de ta fenêtre?
Ouais, je vais essayer de donner une vision un peu annonceur et agence, mais en tout cas, moi j'ai mené quand même des gros projets CRM sur du multi-entité, multi-marque, donc forcément c'est beaucoup d'acteurs et avec toujours à cœur un change management en fait très difficile pour les annonceurs en général quand on change un CRM. Changer un CRM, c'est profiter de se poser la question du changement des process pour les équipes, de l'ensemble de la tool stack, de revoir en fait l'ensemble des process qui a été parfois fait depuis 5, 7 ans, qui est en général le cycle de l'ancien CRM. Donc c'est un énorme challenge pour un annonceur, mais c'est aussi un énorme challenge pour l'agence qui doit devenir le partenaire de cet annonceur, devenir une extension du coup de ses équipes, comprendre les enjeux de chacun et l'accompagner déjà dans la définition du cadrage du projet. Et en général, en tout cas, parler de ce que j'ai vu chez l'annonceur, on arrivait avec une expression de besoin pas forcément claire, qui sortait d'appels d'offres du coup sur différents CRM qui prêchent pour sa paroisse, sans avoir une idée ultra précise de ce qu'allait pouvoir nous offrir le CRM à la fin. Et du coup, on compte beaucoup en général sur une agence pour être force de conseil et de proposition, et puis surtout de contourner un petit peu les limites qu'on voit au fur et à mesure des développements et de trouver des solutions. Aujourd'hui, en tout cas, je vois beaucoup le travail du RevOps comme ça, de trouver des solutions de croissance. Je dirais que le marketing, enfin en tout cas pour aligner le marketing et le sales au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et peut-être dans le prolongement de ce que disait Stéphane aussi tout à l'heure, un métier qui est qui était très porté sur l'exécution aussi avant. Quand on parle de RevOps, effectivement, déployer un HubSpot, par exemple, marketing, sales, c'est beaucoup de sujets Excel, c'est beaucoup de refrappes de landing page, beaucoup de déploiements, de migration, et beaucoup de claviers et beaucoup de souris. Ce volet-là, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, potentiellement, et en face de challenger assez fortement par tout ce qu'on vient là. Et donc, si on en arrive peut-être, merci à ces fameuses bascules, on en a identifié 4, mais on aurait pu en mettre beaucoup plus. Et après, il y a plein de liens et de conséquences, et tout ça, évidemment, est interconnecté. Il y a un sujet, on en a parlé un petit peu là, qui est le sujet, effectivement, de l'exécution. C'est que on est peut-être moins pour faire la même chose, ou on est moins même pour faire plus de choses. Donc, il y a un chemin, effectivement, de l'idée à l'action qui se contracte un petit peu. Il y a le sujet de l'agentique, et ça aussi, on va en reparler, mais l'agent qu'on peut utiliser en interne pour faire des actions, mais l'agent aussi directement va placer, il va être une partie très très forte de la stratégie des acteurs du CRM. On en parle énormément parce que pour différents enjeux commerciaux, j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a la vitesse, effectivement, qui est directement aussi le fruit de l'exécution. Hein. Plus on exécute vite, plus les délais vont effectivement aussi se contracter. Et peut-être une place aussi à la performance qui va pouvoir être aussi plus forte versus peut-être du temps passé ou des choses comme ça en interne, où on a effectivement souvent très indulgent ou plus ou moins indulgent, ça dépend des maisons, mais sur les délais qu'on peut prendre pour mettre en place des campagnes, des dispositifs, etc. Peut-être que les attentes demain des dirigeants vont changer sur effectivement vu qu'on a plein d'outils pour aller vite, et on a plein d'outils pour automatiser, on a plein d'outils pour être efficace, effectivement, on va parler de plus en plus de performance en interne, mais aussi chez les agences. Et c'est aussi finalement un système de fond sur lequel on s'organise pour être au rendez-vous. Peut-être Stéphane, sur la partie effectivement exécution, t'en parlais un peu en préambule tout à l'heure, mais de manière très concrète, on a mis ce chiffre-là, effectivement, de se dire on avait un 70-30, on disait toujours on fait beaucoup de stratégies, on va réfléchir 30% du temps, mais bon, en termes de temps, on passe quand même beaucoup de temps effectivement à exécuter des choses. La vision, c'est peut-être d'inverser progressivement ces ratios-là et de se dire on va réfléchir, organiser, prioriser, challenger de l'IA de manière un peu plus forte et, euh, et peut-être du coup l'exécution va être beaucoup plus streamlinée, beaucoup plus automatisée. Ouais, Est-ce c'est que ça, tu effectivement. En tout cas, c'est un des premiers bénéfices qu'on observe
sur l'usage de l'IA, en tout cas le déploiement de l'IA chez nos clients ou même nous pour nos propres usages, c'est qu'effectivement on bascule du temps qui était aujourd'hui dédié à de l'exécution pure, voilà, aller paramétrer une campagne, aller créer une landing page, voilà, ce genre de niveau d'exécution était enfin cannibalisé une partie du temps. Alors qu'aujourd'hui, on va pouvoir récupérer ce temps-là, non pas pour réfléchir plus nécessairement, mais aussi pour déporter une partie de la production vers un pilotage, un entraînement de l'IA aussi. Il y a tout un travail, je pense qu'on en reparlera aussi un petit peu après dans les compétences aussi à développer autour de ces sujets-là. Mais comment piloter et s'assurer que ce qui est délivré par l'IA est qualitatif, et on passe vraiment sur une dimension managériale. Alors, c'est des sujets qu'on a évoqués aussi en préparant cette réunion-là, mais ce qu'on observe en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas un outil, n'est pas une machine, c'est une intelligence qu'on va entraîner. Et donc, il y a vraiment des mécaniques très proches du management humain, de management de la compétence, management de l'information. Il n'y a pas de raison qu'une intelligence artificielle sorte quelque chose de qualité si l'information qu'on lui donne n'est pas bonne, de la même manière que ça ne se serait pas produit avec un humain non plus. Donc, il y a tout un travail aussi à repenser finalement cette exécution et du coup l'orchestration qui va du coup se matérialiser dans nos métiers. Voilà, on va être un orchestre d'agents et il y aura évidemment toujours une part d'exécution qui nécessitera une intervention humaine. Il y a aussi je trouve un effet psychologique que moi j'ai ressenti pour discuter. Alors mon super pouvoir, c'est que je parle à des directeurs vente, marketing, direction générale tous les jours depuis 15 ans, où effectivement le fait que l'exécution soit moins douloureuse ou soit plus assistée, ça relève effectivement aussi, ça va avoir des impacts sur les stratégies où on y va aussi un peu plus fièrement et on y va avec un peu plus d'entrain en se disant de toute façon le contenu ça va pas être compliqué, la traduction ça va pas être compliqué, donc on part directement en multilangue. Sortir un mini site effectivement pour cet événement-là, c'est aussi bientôt une commodité entre le design, le front avec des outils type Lovable et équivalent, ou même Claude Code qui permet de faire des choses en termes très très rapides, Claude Design. Donc en fait, du coup, ça lève aussi tout un champ de possibles qui n'était pas le cas avant. On se dit, ah non, mais non, un site, il faut parler, il faut recruter une agence, ça coûte X, ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, c'est prise de tête et c'est aussi beaucoup de boulot pour nous. Et donc, finalement, demain, si on se dit que l'exécution, c'est 3 à 4 fois moins cher, 3 à 4 fois plus indolore, aussi, ça donne envie de faire tout un tas de nouvelles stratégies, de nouvelles déclinaisons, de nouveaux ajustements. Donc, et ça aura un impact aussi sur les profils effectivement qui sont en charge de cette exécution-là, à savoir il faut qu'ils soient un peu plus stratégiques, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, en tout cas en capacité de l'être, et ça va avoir des impacts dans l'organisation des équipes de nos clients, dans les recrutements effectivement qu'on va être amené à faire, mais c'est un train certainement qu'on ne pourra pas arrêter. Et peut-être juste pour compléter là-dessus, enfin pour terminer peut-être sur ce sujet-là, c'est que le gain de temps aussi permet d'aller faire des choses de manière encore plus poussée. Là, on ne l'évoque pas forcément dans ce webinaire-là, mais toutes les logiques de personnalisation de contenu, notamment dans la relation one-to-one, ou en tout cas dans l'automatisation de la relation, dans le nurturing, dans de l'outreach, ça pouvait prendre du temps demain de personnaliser un certain nombre de variables, etc. Aujourd'hui, on va pouvoir finalement faire travailler des agents pour aller chercher de la connaissance sur des prospects ou des clients de par toutes les interactions qu'on peut avoir dans le CRM, la donnée, les emails, etc. Et donc de venir personnaliser les contenus à grande échelle sans avoir d'intervention humaine. Et donc finalement, ce temps qu'on gagne en exécution nous permet aussi de déployer des stratégies plus personnalisées, plus développées, plus performantes in fine. En tout cas, c'est ce qu'on cherche aussi à obtenir grâce à ça. Et il y a peut-être une incertitude qui se lève aussi là-dessus en se disant, tiens, effectivement, le temps aujourd'hui humain, et spécialement en France, ça coûte quand même assez cher, hein, les salaires, les charges, etc. Donc, ou les budgets agences, c'est effectivement des gros postes aujourd'hui. C'est d'ailleurs le principal souvent des investissements qui sont réalisés. Demain, il y a une transition de cet investissement-là vers une logique plutôt de token chez du Cloud, des Gemini, tous ces outils IA. Qui aujourd'hui sont encore assez bon marché, hein, mine de rien, par rapport à ce qu'ils sont capables de produire, mais dont le prix aussi va évaluer
de manière assez incertaine. Demain, on s'attend effectivement, les grandes tendances, hein, c'est de se dire que si on dépense 100 000 de masse salariale, on peut s'attendre à dépenser 15 000, 20 000, 25 000 potentiellement de compute, hein, donc de puissance de calcul. Donc aujourd'hui, ce ratio-là n'est pas encore aussi fort, mais ça va aussi se rééquilibrer et l'IA un peu cher et un peu finalement bon marché et magique, potentiellement demain, elle le sera un peu moins gratuite, ou en tout cas un peu moins bon marché. Et c'est aussi effectivement quelque chose auquel il faut qu'on se prépare d'un point de vue organisation et d'un point de vue talent. Parler des agents, c'est un deuxième gros point qui est important. Les agents sont effectivement aujourd'hui vraiment perçus comme étant un grand acteur de la transformation de l'entreprise. On peut créer des agents pour faire plein de choses, hein. C'est quasiment comme une personne qui à un moment prend une information, prend une instruction et va être capable d'exécuter une action. Et on va avoir des équipes aussi hybrides, hein, avec des agents et des collaborateurs comme on en a aujourd'hui. Le CRM est en train de se préparer, et là je pense aux gens type Salesforce, HubSpot et compagnie. Ce sont des gens qui se disent demain on va avoir énormément d'agents qui vont travailler dans le CRM. Ça a un gros impact pour eux parce qu'ils vendent du siège. Alors quand je vends 100 sièges de Salesforce, j'en vends 50, et puis derrière c'est les agents plugués en API qui travaillent. Donc ça remet aussi en question potentiellement même le modèle économique des CRM aujourd'hui, hein. Ça a plein d'impacts différents. C'est pas aussi franc et brutal encore une fois que ça, mais on peut imaginer effectivement de plus en plus avoir de la compute, des agents et des utilisateurs classiques qui se connectent au CRM, voire même des utilisateurs qui se connectent plus du tout au CRM, puisqu'ils vont effectivement directement interagir dans Slack, ils vont directement interagir dans leur boîte mail, ils vont s'enregistrer des vocaux, ils vont travailler sur les consoles type Cloud Code, etc. Et puis ça va venir taper dans le CRM, donner des réponses et venir chercher effectivement les choses. Donc même l'interface UX à proprement parler d'un HubSpot ou d'un CRM, qui était un outil quand même qui se présente comme étant particulièrement intuitif, joli, sympa, et c'est une réalité. Potentiellement demain, on peut imaginer que ce soit des outils qui soient beaucoup moins finalement utilisés en direct et beaucoup plus travaillés de manière intermédiaire par des agents. Et on l'a vu aussi chez nous, aujourd'hui on a des projets sur HubSpot, agentiques, agents de service client, agents de prospection. On va déployer à l'intérieur même d'HubSpot. Et alors là, même sans parler effectivement du métier RevOps, c'est de se dire comment les agents, on les met à profit effectivement du dispositif marketing, commercial ou service client. Tu veux dire un mot là-dessus, Julien? Ouais, complètement. Et alors, il y a beaucoup de sujets derrière ça, mais on en a souvent parlé. On passe effectivement d'une logique où le CRM est juste un point d'entrée de la data, et presque le travail de RevOps, que ce soit côté agence ou annonceur, c'est de vérifier que la data avance bien, que les commerciaux loguent leurs appels, qu'on récupère du coup tous les systèmes qui sont connectés, que ce champ-là, il est bien renseigné par ses sales, puis derrière par le service, etc., etc. En gros, il y a un énorme sujet d'adoption, et après la mise en place d'un CRM, on va constamment checker cette adoption, refaire des process pour mesurer l'adoption, etc. Et dès qu'il y a un maillon de la chaîne qui est manquant, ça casse les reporting et ça fausse complètement la data. Pour le coup, tout le système agentique du CRM va potentiellement venir corriger ça et faciliter ça, parce que on va faire de l'enrichissement automatique de données. C'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui en fait. Ne serait-ce que HubSpot avec tous les agents qu'ils ont mis en place, c'est de l'enrichissement de données. C'est réfléchir demain à être beaucoup plus IA native dans sa réflexion, et de se dire je vais aller choisir tel outil parce qu'il a une connexion native à des systèmes de LLM et de les renvoie avec une donnée déjà analysée dans mon CRM. C'est en fait comment je fais en sorte que l'information vienne à moi et au niveau de toutes mes stacks métiers. Et ça, c'est des agents en fait qui vont faire tourner tout ça, qui vont vérifier la donnée et qui vont vérifier que tout ça tourne bien, quoi. Même le métier de RevOps va aller vers un truc d'IAOps, où du coup, on va s'assurer que les agents, finalement, fonctionnent bien, les sous-agents d'agents fonctionnent bien aussi, et de corriger un peu toute cette mécanique-là. C'est anciennement, on avait un peu nos workflows dans HubSpot où c'est ça l'input et finalement c'est ça l'action de manière très très basique. Et tout ça était très manuel. Et demain, effectivement, des agents vont pouvoir faire ça
sous stéroïdes dans différentes circonstances et dépasser même le travail qu'on est capable de faire. C'est de l'A/B Ça testing lève- tu vois, de l'implémentation presque. Tu vas pouvoir avoir à la limite, 2 implémentations et puis des choses qui vont se dynamiser dans l'implème, quoi. et ça change le paradigme même du CRM en se disant, le CRM, comme tu le disais tout à l'heure, c'était souvent perçu comme un data entry system, à savoir, c'est l'outil dans lequel les gens sont censés travailler et montrer qu'ils bossent, et qui va permettre effectivement, et c'est comme ça qu'effectivement des Salesforce ont été vendus pendant des années, avec toujours une limite qui est, est-ce que finalement cet outil-là va être adopté? Parce qu'en fait, c'est souvent ça la grande inquiétude de nos clients, c'est ouais, mais bon, ça coûte quand même 50 000, 100 000, 150 000. C'est un investissement. Si derrière mes commerciaux, ils n'ont pas envie de l'utiliser, comment on fait? Et ce monde-là, effectivement, est en train de switcher vers un CRM qui est de plus en plus autonome, qui qualifie, qui répond, qui relance, qui suit. Et donc, ça devient aussi un collaborateur plus de l'entreprise et plus seulement finalement un outil amorphe qui demande en plus beaucoup de maintenance et beaucoup de travail, et puis qui est aussi une taxe quelque part, hein, puisque c'est des coûts de licence annuels. Donc, on dépenser 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 chaque année pour un outil qui ne bouge pas tant qu'on ne l'utilise pas, c'est plus trop l'air du temps. Donc, gros changement aussi pour ces gens-là. Très Toute la challengé, logique de même si LMS, onboarding autour aussi, hein. C'est évidemment l'agent qui va te faire l'onboarding en fait sur le logiciel et puis t'apprendre aussi le logiciel, quoi. et ça, c'est des sujets effectivement qui sont aussi dans l'organisation des RevOps partners comme Marcantive, effectivement, de pouvoir proposer nos propres agents pour accompagner nos clients avec tout le savoir-faire qu'on peut avoir cross-industrie sur ces différents sujets. On a parlé beaucoup d'exécution, on parle aussi de vitesse associée, Stéphane, sur la partie peut-être vitesse. Ouais. Dans ton métier, c'est très, très flagrant et c'est des choses qu'on a pu voir, je pense, de manière assez franche sur du contenu, du web design, de l'ADS, ou des choses très propulsées, très personnalisées grâce à l'IA. Effectivement, je pense que un autre élément, c'est la vélocité effectivement offerte par l'IA pour produire plus vite, pour développer plus vite des concepts aussi, comme je le disais un petit peu en conclusion de la toute première bascule, des concepts plus personnalisés, c'est-à-dire qu'on a une capacité de récolte de données et de production de cette donnée-là et d'exploitation de cette donnée qui est encore plus grande et qui est accélérée. Donc des projets qu'on pouvait... Alors évidemment, là, le chiffre est un peu caricatural et un peu provocateur volontairement. Des projets qui pouvaient durer 6 mois peuvent durer maintenant 6 semaines. La réalité, c'est que bon, parfois, on a toujours besoin de disponibilité humaine entre deux pour des ateliers, des échanges, etc., qui nous permettent de co-construire. Mais il y a quand même une compression du temps et un paradigme autour du temps qui va complètement changer, justement, dans le déploiement de ces actions-là. On pourra plus avoir demain des projets effectivement de cadrage stratégique qui vont durer 6 mois pour sortir après une campagne, donc on va mettre 3 mois à produire. Ça, c'est des choses qui n'existeront plus de fait de toute façon, de par cette capacité accélérée à toutes les étapes. Parce qu'on en a beaucoup parlé sur la partie exécution pour produire plus vite des assets de campagne, etc. Mais l'IA assiste aussi dans la phase stratégique pour récolter de la donnée, exploiter de la donnée, croiser des informations, faire des études en fait, exploiter la donnée qui est déjà présente, pour produire ensuite des modèles stratégiques qui seront plus performants. Donc ça, c'est un élément clé dans les métiers du marketing de manière générale, mais c'est aussi valable sur des métiers autour du RevOps, sur la vélocité d'implémentation. Peut-être Julien, toi, tu as aussi des éléments à ce niveau-là. Et j'y pensais peut-être juste avant, excuse-moi, c'est vrai que tu as un moment, deux mondes qui s'entrechoquent. En fait, je pense que peut-être nous, anciens, qui ont vu le monde d'avant et les délais d'avant, etc., c'est aussi un moment, une habitude autour de ça, de se dire, ah bah tiens, le standard, effectivement, c'est que ça prend une semaine, ça prend 2 semaines, ça prend un mois. En fait, on a des réflexes sur effectivement le temps. Et on est en train de s'entrechoquer peut-être avec le monde nouveau où toutes ces échelles ou ces abacs qu'on peut avoir de ce qui est acceptable, si je me mets dans les chaussures d'une agence, on se dit ah bah c'est acceptable que ça prenne un mois au niveau d'un client, c'est ce qu'on fait depuis un certain temps. Demain, si c'est le standard de marché, c'est de le faire en une semaine et qu'il y a plein de gens qui le font en une semaine, au bout d'un moment, la survie des agences qui le font en 4 semaines au lieu que le marché le fasse en une semaine vont avoir un problème. Et pareil,
en interne un directeur général ou un directeur marketing qui change de société et arrive dans une boîte où l'équipe fonctionne encore sur l'ancien modèle et l'ancien référentiel, il va, je pense, pas être tendre. Donc, on va avoir à un moment deux visions de ces sujets de délai et d'exécution qui vont s'entrechoquer. Et ça va arriver tout de suite là. Donc, c'est des choses effectivement sur lesquelles on est nous aussi très challengés et dans les deux sens en se disant bah tiens nous on va utiliser l'IA, monsieur le client, on va vous le faire en 15 jours. Ça fait peur aussi parce que non, nous il faut du temps, il faut valider, il faut revoir. Donc en fait parfois la vitesse peut aussi avoir un effet où ton projet CRM, bah, monsieur le client, va pouvoir te le faire en 2 mois, là où tu t'attends à ce que ça en prenne 6. Ça peut aussi effectivement avoir cet effet contre-productif parfois, ou en tout cas un peu inquiétant, et où effectivement il va y avoir ces périodes dans les 1 an, 2 ans, 3 ans qui viennent de switch, où le marché va pouvoir se renormer sur des délais effectivement compressés, et où nous on doit s'organiser pour savoir comment est-ce qu'on le commercialise, comment est-ce qu'on l'actionne, et comment est-ce qu'on le valorise, et comment est-ce qu'on accompagne nos clients à grandir sur ces thématiques-là. Ouais, c'est aussi faire plus dans la même fenêtre de temps. Et c'est, en tout cas, je rebondis sur ce que vous disiez. C'est aussi être en capacité d'obtenir des réponses beaucoup plus rapidement. Notre métier, c'est de répondre, enfin, de faire du problem solving. Et effectivement, l'IA accélère ça en fait en permanence. C'est je veux faire ci, mais je n'ai que ça. Ok, en fait, on va trouver une solution parce que c'est un peu ce que tu disais dans le point 1 tout à l'heure, Christian. Je ne vais pas dire que tout le monde devient designer, tout le monde devient développeur, tout le monde, mais il y a quand même ce truc-là. En fait, ça accélère les compétences de chacun. Et du coup, c'est très facile de trouver des workarounds surtout en fait. Donc ça accélère en fait mais énormément. Encore une fois, hein, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. On le voit sur nos clients. On met en place des choses qui accélèrent beaucoup plus rapidement le business parce qu'on est en Et on capacité. y a, et on y arrive, du coup, finalement, le temps, ça devient quelque chose qui est très boosté, multiplié, quand c'est bien organisé. Alors, moi, je manque toujours de temps quand même, hein. J'utilise l'IA à fond, mais je n'ai pas encore trouvé la recette magique non plus. Mais l'idée, c'est effectivement de plus en plus qu'on va aller vers un modèle où la performance elle est beaucoup plus à portée de main et on peut pas se cacher sur les défauts peut-être d'organisation, de passation, de stratégie, de budget. Il y a plein de barrières qui vont tomber, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent et ça c'est vrai que c'est le côté très enthousiasmant et très cool aussi de l'IA et qui fait aussi qu'aujourd'hui hein, on entend de plus en plus d'entreprises et on le prend, si on prend le prisme peut-être des levées de fonds ou des grandes sociétés technologiques d'investissement qui se disaient ah bah tiens nous, on va aller attaquer l'Europe, on va attaquer les États-Unis, on va recruter 300 personnes. C'est presque un fait de guerre, une marque honorifique de se dire tiens, on est passé de 20 à 500 personnes avec des commerciaux dans tous les pays, etc. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus être sur un modèle où ces sociétés-là vont beaucoup moins recruter, vont beaucoup plus automatiser. On se retrouve avec toute une génération d'entreprises maintenant IA first, IA native, qui sont le plus lean possible, hein, donc qui ont des équipes très petites, très automatisées, très transactionnelles, et avec un outcome du coup, donc un delivery par personne, que ce soit du sujet marketing, du sujet ops, du sujet CRM, qui est beaucoup plus fort que finalement cette vision d'ancien monde, avec des entreprises du coup beaucoup plus rentables aussi. Donc ça change complètement la vision de c'est quoi une entreprise qui est performante. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a des entreprises où on se dit, bah tiens, 10% de marge, bah, c'est acceptable. Et peut-être que le standard, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va être de faire des entreprises qui ont 50% de marge. On peut imaginer tout ça. On peut imaginer aussi qu'il y aura des concurrents qui vont arriver sur des secteurs très établis, des secteurs trop traditionnels, trop lents, avec trop de frais, des équipes trop lourdes. Ils vont arriver de manière très incisive avec des dispositifs très agiles, très économiques, très peu chers et potentiellement des prix plus bas, ou potentiellement une réactivité plus forte, ou potentiellement un service meilleur. Donc ça lève finalement la possibilité aujourd'hui et ça met peut-être en danger beaucoup d'acteurs qui peut-être un peu protégés de par leur taille, de par leur puissance financière et qui aujourd'hui, grâce à l'IA, se retrouvent peut-être
plein de concurrents peuvent venir attaquer ces gens-là. Donc, et on en parlait beaucoup, effectivement, parce que, et notamment dans la partie grosse, RevOps, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup au projet. En gros, on fonctionne encore sur pas mal de projets, encore beaucoup au temps, parce que le temps facturé du jour, et faire en sorte que le jour soit bien utilisé, c'est un peu l'essence de notre métier. Et c'est aussi l'élément le plus tangible et le plus facile à mesurer, le plus universel. Parce que quand on va faire des sujets de typologies différentes, on va se dire qu'on va effectivement être à la performance, et pour que ce soit juste, et pour que ce soit mesurable, et pour que ce soit prévisionnable, provisionnable d'un point de vue client, on a toujours effectivement un gros challenge à pouvoir se dire on va pas facturer ou pricer nos projets à la performance sur la partie marketing. Les clients sont toujours enclins à le faire, sauf quand ça coûte plus cher que le payer autant. Donc on tombe toujours dans un modèle effectivement qui est pas évident. Comment tu vois ça, toi, Stéphane, dans ton organisation actuelle? Yes. Effectivement, ça impacte pas mal cette logique-là sur, en tout cas, les discussions qu'on va avoir. Comme on l'a dit, le temps va être compressé sur la production, donc on va devoir aussi plus aborder ces sujets de performance, de suivi et d'itération aussi. Les itérations sont beaucoup plus simples à produire. On va pouvoir adapter un dispositif et parce qu'avant, on avait un gros bateau qui était lancé avec notre campagne qu'on avait réfléchi pendant des mois et qui était aussi difficile à faire bouger. Demain, on est plutôt sur un hors-bord finalement qui va être capable de changer plus vite de direction ou d'adapter en tout cas son fonctionnement. Donc ça, c'est pour nous, je pense que c'est vraiment le gros changement, c'est que la performance, on pouvait déjà avoir un cap en vision. Par contre, le chemin pour y aller pouvait un peu différer. Mais avec un gros bateau, les mouvements étaient plus lents. Aujourd'hui, on va s'offrir surtout cette capacité d'aller plus vite vers la performance et d'y aller par des chemins, pas forcément le chemin qui est la ligne droite, mais de pouvoir trouver le bon chemin le plus rapidement possible. Ouais. Et je pense qu'il y a des nouveaux KPI aussi qui vont se mettre en place dans les projets. C'est à quel point on a réussi à rendre des process, des campagnes manageables IA. Tu vois. Je pense que ça va être des vrais KPI regardés par les entreprises ou potentiellement les investisseurs. On en a sur la notion de KPI, on a des sujets qui sont très tangibles. C'est finalement, je pense au sujet typiquement de service client, hein, quand on a un système de gestion de tickets où il y en a le cas on en parlait il y a quelques semaines avec Zeop, hein, c'est 5000 tickets, 80% des tickets gérés complètement par l'IA, avec une note client qui est similaire à un agent humain. Et là, du coup, le sujet d'impact, de performance, de ROI, il est fracassant, en fait. Donc, et si on va le projeter après ça sur effectivement des logiques de prospection, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui recrutent parfois des profils de prospection commerciale, ce qui est poussif, ce qui est lourd, ce qui coûte cher, et ce qui a pas toujours un impact très très fort, hein, de plus en plus d'ailleurs avec l'IA, la difficulté de faire un outbound efficace. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles l'IA va être de plus en plus aussi capable en agentique, effectivement, d'aller travailler. Donc il y a plein effectivement de perspectives et un impact par personne, par équipe, en interne, par des outils qui va être, s'ils sont bien utilisés, beaucoup plus fort. Et peut-être une rationalisation aussi, je pense, de pas mal de choses pour en arriver sur des outils super intelligents avec un résultat associé qui est très très fort. Et du coup, ça lève forcément des opportunités. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je prends toujours aussi le sujet sous le prisme des menaces, parce qu'effectivement, à un moment, un changement aussi fort que ça peut menacer notre éditeur, HubSpot. On peut se dire, tiens, à un moment, ça a même été le cas, les gens vont plus acheter HubSpot, ils vont développer leur propre CRM avec un éditeur de code IA type Claude Code, etc. C'est une vision du futur. Moi, j'y crois pas trop pour différentes raisons, mais de sécurité, de compliance, de traçabilité, puis de coûts réels, de maintenir un CRM state of the art en interne, ça reste faisable théoriquement. Dans la pratique, à l'échelle, je pense que c'est quand même pas réaliste. Donc effectivement, il y a cette vision-là.
il y a une vision de se dire que les clients vont tout faire tout seuls. Ils n'ont plus besoin d'agence, ils n'ont plus besoin de partenaires conseils parce qu'ils vont taper 3 phrases dans Claude et Claude va tout délivrer tout seul. Je pense qu'on n'y est pas non plus encore. Mais il y a plein de scénarios, effectivement, sur lesquels on va pouvoir se préparer, travailler. En tout cas, ceux qui utilisent l'IA vont avoir un avantage stratégique, autant en interne qu'en tant que prestataire de service, vont avoir un avantage concurrentiel très fort. L'objectif pour nous, en tant que prestataire, c'est de mettre l'IA au service des projets de nos clients. Être plus efficace, être plus réactif, être plus qualitatif, faire en sorte qu'ils en aient plus pour leur argent. Et donc, ça lève sur le métier, effectivement, des périmètres nouveaux. Si tu veux en parler, peut-être, Stéphane. Oui, il y a du coup tout un nouveau pan de métiers alors, il y a des métiers qui disparaissent ou en tout cas réduisent sur une partie de leurs compétences, mais il y a d'autres métiers qui se créent. Donc, notamment, tout ce qui va être, je viens d'un peu parler, mais justement le design d'agent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine qu'un agent, certains peut-être imaginent que c'est plug and play. Tiens, il y a un agent, j'ai une idée et ça fonctionne. La réalité, c'est qu'il y a toute une stratégie pour la construction de cet agent, pour le contrôle de cet agent aussi. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois vraiment que l'IA doit être considérée comme un collaborateur, comme un humain, comme une personne qu'on va manager et une ressource qu'on va manager. Et donc, comme tout ce qu'on manage de manière générale, derrière une action, il y a un contrôle de conformité, de performance, etc. Même logique, du coup, à adopter avec les agents. Ce qui lève aussi, et c'est un bon point ce que tu dis là, c'est que ça lève même des sujets de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, un agent qui commence à envoyer des mails un peu à la sauvage, à gauche, à droite, ça inquiète beaucoup nos clients aujourd'hui. Mais il va écrire quoi? Il va dire quoi? Et le tone of voice et machin? Et est-ce qu'il va parler à nos clients super importants? Donc, il y a aussi ce côté-là, parce qu'effectivement, un agent entre guillemets humain, il y a toute une chaîne de contrôle, RH, etc., qui encadre ça. Demain, un agent, c'est un peu pareil. Donc, demain, c'est quoi l'organisation qu'on va mettre en place pour faire en sorte que ces agents ils restent dans le couloir de nage de ce qu'on attend d'eux et ils soient capables de gérer l'outcome qu'on en attend. Yes. Donc ça, c'est, je pense, un des nouveaux périmètres les plus importants qui est relié assez naturellement au deuxième point, qui est la construction finalement de la base de connaissances sur quoi finalement l'agent va apprendre. Donc, quand on est connecté au CRM, c'est évidemment déjà une grande source d'informations, mais c'est pas forcément la source d'informations unique en fonction de ce que vous avez demandé à vos agents. Donc, cette stratégie aussi, ce design de l'information, va être hyper important pour la pertinence de l'agent ou même de l'IA que vous allez produire. Là, on parle d'agent, mais c'est valable quelle que soit l'exploitation de l'IA que vous ferez. L'accélération de manière générale de tout ce qui va être intégration, donc comment mettre au service de tout ce qu'on fait d'un point de vue opérationnel l'IA, et toute une logique de prospection justement sur la partie outbound en particulier, comment exploiter l'IA pour développer une prospection et un outreach encore plus performant. Et la construction de cette base documentaire, c'est aussi ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans l'IA. Avoir l'idée de l'agent, c'est pas le plus difficile. Construire l'agent, c'est pas le plus difficile. Rendre scalable une base documentaire avec des vrais principes d'observabilité, de qu'est-ce que vont faire mes agents, qu'est-ce que vont faire mes sous-agents et comment je monitore tout ça. C'est aujourd'hui l'enjeu de la transformation de l'IA Et sur c'est cette là où partie. c'est là où il y a un patrimoine, je pense aussi, pour tous les acteurs un peu historiques qui ont des documentations internes, des logiques de formation, plein de calls enregistrés, plein de process en place, pas mal d'historiques qui vont pouvoir effectivement aussi alimenter des ontologies et des outils d'IA pour pouvoir être efficaces et actionner assez rapidement. On en parlait un peu tout à l'heure. À des clients qui veulent automatiser en IA typiquement la réalisation d'une offre commerciale, parce que dans beaucoup de métiers, faire un devis, c'est lourd, ça prend du temps, il faut prendre le PowerPoint, il faut faire le truc. En fait, souvent, c'est un peu le machin, on se dit, ça prend 2 heures, 3 heures, et c'est toujours un peu la même chose. Et parce que l'IA, maintenant, elle sait tout. En fait, elle a le transcrit du call de vente, elle a la qualif, elle a ce qu'on va vendre, elle sait le comparer à d'autres devis et d'autres clients. Et est-ce qu'elle serait pas capable de faire un devis à 95% juste? Et en tout cas, voilà, c'est des choses qu'on met en place de plus en plus pour nos clients, pour les accompagner sur ce type de thématique.
L'impact à la personne, on en parlait pas mal. Effectivement, j'ai de l'IA, je pilote des agents, ça me permet effectivement d'être assez incisif. Ça lève aussi la question sur effectivement, qu'est-ce qui se passe dans une équipe marketing chez le client? Est-ce qu'on va être moins demain? Parce que finalement, ou est-ce qu'on va faire peut-être beaucoup plus? Ou est-ce que finalement, il va y avoir en tout cas des changements liés au ratio travail, outcome et au nombre de personnes qu'on est? Alors, dans une agence aussi, on peut imaginer qu'une agence de 50 personnes ou de 100 personnes, elle va gérer peut-être plus de clients. Et donc avec un chiffre d'affaires ou une rentabilité ou en tout cas un volume de conseils qui est plus élevé, potentiellement des rémunérations aussi qui vont pouvoir être revues aussi de manière un peu plus forte à la hausse, parce qu'on a toujours été dans le monde de la prestation de service toujours un peu capé par un moment le temps des uns et des autres, et je vais passer 40-45 heures dans ma semaine à travailler avec des clients, à gérer des sujets, à gérer des projets internes. À un moment, je peux plus vraiment évoluer au-delà de ça, et le but, c'est pas d'aller exploser effectivement les plages horaires. Donc l'IA, elle rebat un peu ces cartes-là, elle donne des perspectives de se dire, tiens, à hauteur de 35 heures, de 40 heures, de 45 heures par semaine, je suis capable effectivement de doubler, tripler, quadrupler peut-être mon outcome. Et ça, du coup, ça va nous permettre aussi d'être compétitifs et de proposer des choses à nos clients et à nos collaborateurs. Ça rebat un peu les cartes dans cette direction-là. Et peut-être le dernier point sur la partie effectivement des postures, on parlait beaucoup des juniors. C'est une vraie question aussi que se pose le marché. Aujourd'hui, l'IA, elle fait le boulot du junior. Donc, qui va former nos juniors demain? Qui va pouvoir payer nos juniors? Ça lève aussi une question peut-être un peu sociétale, où effectivement on s'imagine toujours ces équipes marketing qui ont chaque année un ou deux stagiaires pour les aider effectivement à faire des projets, un peu un aspect un peu social du sujet, mais aussi un aspect un peu opérationnel, de se dire c'est des gens qui vont nous aider à faire certaines tâches. Est-ce que ça, effectivement, c'est un fonctionnement qui va perdurer, où j'ai un junior à côté de moi qui apprend mon métier sur le tas et qui m'aide en même temps à faire des actions peut-être à faible valeur ajoutée ou plutôt de l'ordre de l'exécution? Si demain, ça prend 30 secondes de le demander à une IA qui me le fait mieux et plus vite, je pense que je vais pas avoir la patience, effectivement, de me dire je vais former un junior. Et ça, on le voyait pas mal dans les agences. Alors, ça n'a jamais trop été la philo chez Marcantile, on n'a jamais trop tourné au profil junior et aux stagiaires, on n'en a pas tant que ça. Mais c'est une vraie question peut-être un peu plus large. On a déjà vu des clients aussi et des jeunes ressources chez nos clients qui se disaient je suis le seul ou les seuls de ma promotion à avoir trouvé un stage ou à avoir trouvé un job. Et donc ça précarise aussi peut-être tous les jeunes dips qui n'ont pas beaucoup de bagages professionnels et qui n'ont pas de quoi peut-être se faire les dents là-dessus. Alors ils vont peut-être être super freelance IA. Vu qu'ils ne trouvent pas de boulot, c'est eux qui vont créer les boulots du futur. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça lève effectivement toutes ces questions-là sur le temps, la création de valeur, la génération de l'impact. Et effectivement, donc tous ces métiers-là, et on en parlait un peu plus largement, c'est comment nous, on s'organise et comment est-ce qu'on recrute. C'est vraiment de regarder le spectre de l'IA de manière un peu plus forte, d'avoir des gens effectivement qui ont des soft skills assez développés sur la capacité à challenger aussi une IA, à poser les bonnes questions, à critiquer le résultat, et rien de mieux qu'un designer pour travailler en design avec une IA, ou rien de mieux qu'un développeur pour développer avec de l'IA. Donc, je pense qu'il va y avoir effectivement plein d'opportunités pour le top 30% des profils. Et les autres, effectivement, doivent monter en compétences pour pas être finalement une ressource égale un outcome X, mais égale une ressource égale capable de manipuler des agents, capable de manipuler des IA, et capable effectivement peut-être d'avoir un outcome 10 fois supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui, 10 fois plus vite. Donc c'est toutes ces compétences-là de posture, de relation, d'organisation, d'esprit critique, quels que soient les horizons, je pense, d'origine, qui vont beaucoup intéresser les équipes marketing chez les clients et beaucoup intéresser chez nous, en tout cas en agence. Et ça peut aussi potentiellement changer même les processus de recrutement. Demain, on peut se dire, tiens, j'ai un processus de recrutement où j'ai un candidat qui vient me voir,
Et plutôt que de lui demander un case à préparer, vous devez mettre 3 semaines à me faire un PowerPoint chez lui, on va peut-être lui dire, tiens, voilà l'exercice, je te laisse une demi-heure dans la salle, utilise toutes les IA que tu veux, et sache m'articuler une réponse intéressante dans 30 minutes sur le sujet. En tout cas, je pense qu'on va aller sur beaucoup plus ce type de choses-là, et ce qui est dans le sens du vent, et c'est dans le sens de la réalité aussi du métier qu'on va attendre, c'est de pouvoir effectivement complètement changer dans quelque chose qui va pas vite, et en même temps très très vite. Donc, en tout cas, les différentes routes s'offrent à nous, et à nous de choisir effectivement celle qui va être la nôtre. Et je vous laisserai mot de la fin, Stéphane, Julien, si vous voulez conclure. Je vais peut-être rapidement effectivement compléter ce que tu viens de dire, en tout cas sur les spécificités peut-être liées aux grosses, en tout cas dans ces sujets-là. On va avoir besoin, nous, dans les prochaines semaines, mois, années, effectivement, encore plus de la vision stratégique, de la compréhension business, les enjeux en fait de nos clients pour justement délivrer, exploiter l'IA et déployer des actions. Mais l'IA ne restera qu'un des assets qu'on exploitera. Et ça, c'est vraiment ce qui fera, je pense, la différence par rapport aussi à ce que dit Christian dans cette logique de top 30% qui réussira aussi finalement toujours à délivrer de la valeur. C'est justement, on replace vraiment la valeur au centre des discussions, au centre des perspectives. Et donc ça reste pour moi aujourd'hui, en tout cas dans cette bascule, le point le plus important, c'est la valeur créée et donc les profils qui sont le plus en capacité de réfléchir par rapport à la valeur générée et pas simplement par rapport à une valeur produite. Ouais, je peux pas dire beaucoup mieux que Stéphane là-dessus parce que ça s'applique évidemment au RevOps. En fait, je pense qu'il y avait beaucoup de RevOps qui brillaient par leur rapidité, capacité aussi d'intégration parce que du coup, ils allaient très vite dans le delivery, mais ça va se lisser très, très fortement. Donc, c'est cette capacité à aller comprendre le besoin de l'entreprise, creuser le besoin de l'entreprise et trouver du coup des solutions non plus spécialement de croissance, mais aussi de diminution, enfin d'augmentation de la marge. Et ça Mais va complètement changer les paradigmes par rapport à ça. ce qui va dans le sens de l'expérience. Et Ouais. on peut imaginer que du coup, ça permet de recycler des profils expérimentés qui n'étaient pas très exés ou pas très outils et qui vont arriver avec du coup beaucoup d'assistance pour aller exécuter de la slide, du livrable, des sujets, etc., du paramétrage, et qui ont capacité à créer de la valeur front client et vraiment à supporter des arbitrages stratégiques parce que ils ont eu des vies effectivement Mmh. à manipuler ça. Donc, Il y a presque je une pense que du coup, inversion par rapport à va, ça. Tu vois, ça si tu va es jeune, re-rendre ça va re-rendre sexy le métier de la prestation de service qui, il ouais, faut se le dire, c'est quand même un métier de prestation qui est toujours, il faut bosser, faut livrer. Chaque heure, à un moment, elle est censée avoir une conséquence. Là où parfois chez le client, la relation avec le temps est pas aussi directe et on peut parfois prendre plus le temps sur certains sujets internes. C'est un grand débat, mais c'est quand même une tendance générale qu'on va pouvoir voir. Ce métier-là et toute l'IA va se dire, tiens, finalement, toutes les bases, les sous-tâches, effectivement, tout ce qui est peut-être un peu ingrat, c'est en train de peut-être être fortement revu et challengé. Ça change nos métiers. Je pense que ça crée beaucoup de perspectives pour nous, économiques, de transformation. Et puis on est nous-mêmes en plus sur un segment d'activité et de business qui est fortement impacté par l'IA d'un point de vue structurel. Donc pas mal de changements et en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prolonger la discussion avec nous sur LinkedIn ou sur autres. Et on fait pas mal d'événements, pas mal de contenu dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. On sera ravis de pouvoir discuter là-dessus. Si vous cherchez aussi une opportunité professionnelle sur ces sujets-là, on a une page Welcome to the Jungle où vous pouvez aussi entrer en contact avec nous. Et il nous reste à vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée. Et merci de nous avoir suivis jusque-là.
et ravi de pouvoir peut-être vous revoir pour un prochain webinaire dans les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonne journée Merci, à à tous. bientôt. Au revoir.